On le sait, Apple est aujourd'hui l'entreprise la plus puissante du monde. Pas l'une des plus puissantes, la plus puissante. Elle vend des centaines de millions d'iPhones chaque année. Elle génère plus de profits que la majorité des entreprises réunies dans le secteur tech. Elle possède un écosystème tellement solide que pour beaucoup de gens, il est devenu presque invisible. Apple est partout, dans nos poches, sur nos bureaux, à nos poignets, dans nos oreilles. Et objectivement, si on regarde les chiffres, Apple n'a jamais été aussi forte. Et pourtant, depuis quelques années, un sentiment étrange s'installe, un sentiment diffus, pas toujours formulé clairement, mais que beaucoup ressentent. Apple domine encore, c'est clair et net, mais Apple ne fait plus rêver. Et c'est pas une attaque, c'est pas une provocation, c'est même pas une critique au sens classique, c'est un constat. Et surtout, je trouve que c'est un paradoxe. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner. C'est pas grand chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne et vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Alors si on met l'émotion de côté 2 minutes et qu'on regarde la situation vraiment froidement et de manière objective, Apple gagne. L'iPhone reste le smartphone le plus vendu et le plus rentable au monde. L'iPhone 16 a été le smartphone le plus vendu en 2025. Et vu le bon cru que nous a apporté Apple avec l'iPhone 17, je sais qu'il sera de nouveau le plus vendu ou l'un des plus vendus au monde. Pas forcément le plus innovant chaque année, ça c'est sûr, mais celui qui rapporte le plus, et de très loin. Les Apple Watch aussi dominent largement le marché des montres connectées, au point que la concurrence semble presque quand même symbolique et anecdotique. L'Apple Watch est, on doit bien l'admettre, la référence dans les montres connectées. Je parle bien constructeurs, je parle pas des Garmin, etc., qui visent un tout autre public. Les AirPods, eux, sont devenus un standard culturel. On les remarque même plus tellement ils sont partout. Même le Mac, que beaucoup considéraient comme secondaire il y a encore quelques années, a complètement changé de statut avec les puces Apple Silicon. Performance, autonomie, intégration logicielle, etc. Bien sûr, pour les gamers, les Mac restent encore trop faibles et trop bridés que pour pouvoir être réellement considérés comme une alternative crédible. Mais Apple continue de travailler dessus et de vouloir avancer sur le gaming. Apple a repris la main et surtout Apple a réussi quelque chose de fondamental. Elle vend plus des produits, elle vend un système où chaque appareil renforce les autres, un système où tout fonctionne sans aucune friction, un système où l'utilisateur n'a plus vraiment besoin de réfléchir. Aujourd'hui, entrer chez Apple, c'est simple, mais en sortir demande un vrai effort. Et ça, d'un point de vue business, c'est une domination totale. Mais avant de continuer, dites-moi en commentaire si vous aimez ce type d'analyse, ce type de contenu. C'est une série que je souhaite développer et j'ai donc besoin de vos retours. Mais maintenant, j'aimerais que vous posiez une question très simple, vraiment simple. Quand Apple annonce un nouveau produit aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Vraiment, qu'est-ce que vous ressentez? Pas ce que vous pensez, pas ce que vous analysez, mais vraiment ce que vous ressentez. Souvenez-vous de certaines époques, les keynotes Apple étaient des vrais événements, on les regardait en direct, on en parlait avant, pendant et après. Chaque annonce donnait l'impression qu'Apple nous montrait quelque chose venu du futur. Même quand la technologie existait déjà ailleurs, Apple avait ce talent pour la rendre désirable, évidente et presque magique. Aujourd'hui, les keynotes, elles sont impeccables, il n'y a rien à dire, les mises en scène sont parfaites, on a des produits vraiment maîtrisés et les messages sont clairs. Mais émotionnellement, je trouve qu'elle laisse souvent un goût un peu étrange. Ok, on regarde, on comprend, on se dit oui, c'est logique. Mais personnellement, moi je trouve que l'excitation a disparu. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi elle a disparu. La surprise aussi, j'ai même perdu le goût à regarder ces keynotes. Pourquoi? Parce qu'on connaît quasiment toutes les nouveautés quelques mois bien avant. Bien sûr, c'est la faute aux différents leaks, mais aussi c'est la faute d'Apple, qui on le sait malheureusement ne nous surprendra pas, ne nous dévoilera pas de surprises impressionnantes, ne nous donnera que ce qu'on attendait au final. Apple ne provoque plus de frissons, elle provoque de la confiance, et cette différence est vraiment énorme. Alors soyons très clairs, le problème d'Apple, c'est pas l'innovation. Apple innove, mais bien sûr Apple innove sans aucun danger, ça on le sait. Aujourd'hui, Apple est trop grande pour se permettre de se tromper. Chaque décision impacte des centaines de millions d'utilisateurs. Donc chaque erreur coûterait des milliards et chaque faux pas serait analysé, critiqué et amplifié. On le sait avec Apple, tout est amplifié. Alors Apple fait ce que toute entreprise ultra dominante fait, elle sécurise, elle verrouille. Regarde l'iPhone, c'est probablement l'un des meilleurs smartphones du marché. C'est fiable, c'est performant et cohérent, mais il n'est jamais dérangeant, jamais audacieux, jamais vraiment clivant,
on a toujours un smartphone complet, sans erreur, sans prise de risque. Quand je parle d'erreur, je parle d'audace, de risque, car qui dit risque dit forcément qu'on se trompera, qu'on fera des choses peut-être moins bonnes. Je l'ai toujours dit, mais je blâmerai jamais quelqu'un d'essayer. Si on n'essaye pas, clairement, on se trompera jamais. Et c'est bien ça qui est devenu dommage chez Apple. Apple ne choque plus, Apple ne surprend plus, Apple rassure juste. Et pourtant, historiquement, les grandes ruptures viennent rarement de la sécurité. Elles viennent du risque, de l'erreur, de la tentative qui est certes parfois imparfaite, mais aujourd'hui, Apple ne cherche plus à montrer le chemin, elle attend que le chemin soit balisé et puis elle optimise mieux que tout le monde. On a l'exemple avec les smartphones pliables et je pense qu'on n'a jamais été aussi proche d'avoir un iPhone Fold, d'ailleurs avec des fuites venant de chez Apple qui vont dans ce sens. Mais encore une fois, Apple a attendu presque 10 ans. On va arriver sur le Z Fold 8 cette année chez Samsung par exemple. Encore une fois, Samsung s'est trompé et a fait des erreurs avec cette technologie, mais à force de travail et d'essais, ils sont parvenus à délivrer des smartphones pliables quasiment irréprochables, notamment cette année avec le Z Fold 7. Alors oui, attendre que le chemin soit balisé et puis optimiser mieux que tout le monde, c'est brillant, mais clairement, c'est pas inspirant. Et pendant ce temps-là, ailleurs dans la tech, d'autres marques tentent des choses, des smartphones pliables, parfois imparfaits, mais qui essayent de repenser l'objet, de repenser notre façon d'utiliser un smartphone, des interfaces qui ne sont pas toujours stables, mais qui explorent de nouvelles façons d'interagir, des produits qui échouent parfois, mais qui osent, comme par exemple avec des capteurs 1 pouce, comme dans les Xiaomi, etc. Tout n'est pas réussi, tout n'est pas cohérent, il y a certes des petits bad buzz, des choses qui ne sont pas parfaites, mais il y a une chose essentielle, c'est qu'il y a une intention. Ces marques cherchent encore à provoquer une émotion, à créer un « wow ». Je le répète, mais en 2025, quand j'ai pu essayer le Z Fold 7, j'ai vraiment eu cet effet « wow ». Je me suis dit comment est-ce possible de créer un smartphone pliable si fin, si léger, avec peu de compromis. Cet effet « wow » devient beaucoup trop rare chez Apple. La dernière fois que j'ai eu ça, c'était avec le Vision Pro. Certes, le Vision Pro, c'est pas une réussite commerciale, mais au moins Apple a tenté et a ouvert la voie aux constructeurs, notamment avec Samsung et son nouveau Galaxy VR. Et ces autres marques qui cherchent à créer l'effet « wow » veulent aussi déranger les habitudes, bousculer un peu les codes. Apple, elle, observe, analyse et attend patiemment. Puis arrive quand la technologie est mature, rentable et surtout maîtrisée. Apple n'est plus celle qui ouvre la porte, Apple, c'est celle qui aménage la maison au final. Et c'est là que le paradoxe devient fascinant. Apple domine parce qu'elle ne prend plus de risques, mais Apple ne fait plus rêver pour exactement la même raison. Elle a troqué l'émotion contre la maîtrise, la vision contre la stabilité et le rêve contre la certitude. Et peut-être que du point de vue d'Apple, c'est le meilleur choix possible, ça on ne sait pas. Mais pour nous, utilisateurs, passionnés, observateurs, etc., quelque chose s'est éteint. C'est pas la qualité, pas l'efficacité, mais pour moi, je pense que c'est l'étincelle. Et donc, la vraie question, c'est pas est-ce que Apple va mal? La vraie question, c'est est-ce qu'Apple a encore besoin de nous faire rêver? Est-ce qu'Apple veut encore nous faire rêver? Ou est-ce que le rêve aujourd'hui appartient simplement à d'autres? C'est exactement ce qu'on va explorer dans cette série. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ce type d'analyse, ce type de contenu. C'est une série que je souhaite vraiment développer et donc j'ai besoin de vos retours. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. J'aimerais vraiment avoir vos retours. Donc voilà, c'était la première vidéo de cette série. J'espère en faire plein d'autres. J'espère que vous allez aimer. Et comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner. C'est pas grand-chose, mais en vous abonnant, vous soutenez énormément la chaîne et surtout, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.